même à Hollywood. Ma vie privée était quasiment la mienne. Quand je me suis marié, elle est devenue publique. Et je n'avais plus aucune intimité. 20 ans se sont écoulés depuis le décès tragique de Grace Kelly et son époux, membre de la famille royale. Brisez enfin le silence pour révéler la vérité bouleversante qui se cache derrière leur mariage apparemment parfait. En nous plongeant dans les secrets et les rumeurs entourant cette star emblématique d'Hollywood et princesse de Monaco, nous commençons à démêler le tissu de tromperie qui a enveloppé sa vie. Née pour briller. Elle est venue au monde le 12 novembre 1929 au célèbre hôpital universitaire Hahnemann de Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle est née dans une famille riche et influente. Son père, John B. Kelly Sr., étant lui-même un individu remarquable. John, né d'immigrants irlandais, connut un grand succès sportif, remportant 3 médailles d'or olympiques en aviron. D+, il possédait une entreprise de maçonnerie très prospère. Largement reconnu sur la côte Est, John Kelly Sr. était non seulement un homme de prouesse physique, mais aussi un fervent partisan de la politique. En 1935, il se présenta comme candidat démocrate à la mairie de Philadelphie, passant très près de la victoire lors de ce qui allait être l'élection la plus disputée de la ville. Malgré sa défaite, il continua à servir sa communauté et devint membre de la commission du parc Fairmount. Durant les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt le nomma directeur national de la condition physique en reconnaissance de son engagement en faveur d'un mode de vie sain. La famille Kelly ne manquait ni de talent ni de réussite. L'oncle de Grace, Walter C. Kelly, s'illustra comme vedette de vaudeville, captivant le public par ses performances. Il s'aventura même dans le monde du cinéma, réalisant des films pour des studios renommés tels que Metro-Goldwyn-Mayer et Paramount Pictures. Un autre membre de la famille, George Kelly, a laissé une empreinte indélébile dans le monde des arts. Dramaturge, scénariste et réalisateur, lauréat du prix Pulitzer. George a démontré son immense talent et sa créativité à travers ses œuvres remarquables. De l'autre côté de la lignée de Grace, sa mère, Margaret Major, était d'origine allemande. Margaret, femme aux multiples talents, avait suivi une formation en éducation physique et devint la première entraîneuse d'athlétisme féminin à l'Université de Pennsylvanie. Dans sa jeunesse, elle poursuivit même une carrière de mannequin, mettant en valeur sa beauté et sa grâce. Après avoir épousé John Kelly en 1924, Margaret se consacra à être une femme au foyer aimante jusqu'à ce que ses enfants soient scolarisés. Une fois leur mariage terminé, elle s'est activement engagée dans diverses organisations civiques, contribuant ainsi positivement à la vie de sa communauté. Chez les Kelly, Grace n'était pas fille unique. Elle avait 2 frères et sœurs aînés, Margaret et John Jr., et une sœur cadette prénommée Elizabeth. Growing up, they were all brought up in the Catholic faith, which played a significant role in their lives. Their upbringing took place in a small and tight-knit Catholic community. The Kelly family was deeply involved in the parish of St. Bridget's in East Falls. This parish, founded by St. John Newman, the 4th Bishop of Philadelphia, had a long history dating back to Millehuit Saint-Cinquante-Trois. The families within the community were well acquainted with one another, creating a sense of familiarity and unity. As Grace continued her journey through childhood, she attended Ravenhill Academy, a Catholic girls' school. It was during this time that she discovered her passion for fashion. Alongside her mother and sisters, she would often model various outfits at local charity events, showcasing her natural grace and elegance. At the tender age of deuce, Grace had her first taste of the spotlight. She landed the lead role in a play called Don't Feed the Animals, which was produced by the Old Academy Players, located in East Falls as well. This experience allowed her to showcase her talent and further fuel her aspirations in the world of entertainment. Back in May 1947, a young and vibrant Grace P. Kelly proudly walked across the stage, donning her graduation gown as she received her diploma from Stevens School. This prestigious private institution, nestled in the charming town of Chestnut Hill, had been her home for the past few years. During her time there, Grace immersed herself in the world of drama and dance, showcasing her talents and passion for the arts. As the year came to a close, her classmates eagerly filled out their yearbooks, sharing their favorite actors and actresses. Grace, with her impeccable taste, chose the enchanting Ingrid Bergman as her favorite actress and the charismatic Joseph Cotton as her favorite actor. Little did she know that one day she would be mentioned in the same breath as these legendary stars.
In the pages of the yearbook, under the section titled Stephen's Prophecy, a bold statement was made about Grace P. Kelly. It read, Miss Grace P. Kelly, a famous star of stage and screen. It was as if the universe was whispering its secrets for telling the remarkable future that awaited her. However, not everything went smoothly for Grace after her graduation. Despite her undeniable talent and ambition, she faced a setback when she was rejected by Bennington College in July 1947. The reason? Her mathematics scores fell short of their expectations. It was a disappointing blow, but Grace refused to let it deter her from her dreams. With unwavering determination, Grace made a bold decision. She chose to pursue her passion for acting despite her parents' initial disapproval. Her father, in particular, held reservations about the profession, considering it to be no more than a step above being a streetwalker. But Grace knew deep in her heart that she had a calling, a talent that needed to be shared with the world. La même année, en 1947, Grace signe avec la célèbre agence de mannequins Walter Thornton. Sa beauté saisissante et son charme indéniable attirent l'attention, et elle se retrouve bientôt en couverture des magazines, captivant les lecteurs par sa présence radieuse. En 1954, la vie amoureuse de Grace prend un tournant lorsqu'elle entame une relation avec le séduisant Oleg Cassini. Oleg, qui venait de divorcer de Jane Tierney, fut captivé par l'élégance et la grâce de Grace. Leur lien se renforça et, peu après, ils se fiancèrent. Une histoire d'amour digne d'un conte de fées, pleine d'amour et de promesses. Cependant, leur histoire d'amour n'était pas destinée à durer et elle prit fin. Mais la carrière de Grace devint tout simplement extraordinaire. L'ascension de Grace vers la gloire. Pour lancer sa carrière, elle décida de faire un acte de foi et d'auditionner pour la prestigieuse American Academy of Dramatic Arts de New York. Déterminée à laisser une impression durable, elle choisit une scène de la célèbre pièce de son oncle George Kelly, The Torchbearers, 1923. Même si l'école avait déjà rempli son quota pour le semestre, elle a réussi à décrocher un entretien avec le service des admissions, grâce aux relations influences de George. Une fois son diplôme en poche, Kelly a travaillé sans relâche pour perfectionner son art. Elle a consacré d'innombrables heures à perfectionner son discours, utilisant même un magnétophone pour s'entraîner. Ses efforts acharnés ont porté leurs fruits lorsqu'elle a décroché son premier grand rôle sur scène, faisant ses débuts à Broadway dans The Father de Strindberg. Aux côtés du talentueux Raymond Massey. À seulement 19 ans, elle a démontré son immense talent et sa polyvalence lors de sa performance de fin d'études dans le rôle de Tracy Lord dans The Philadelphia Story. Tout au long de son parcours, son oncle George est resté une source constante de conseils et de soutien, toujours là pour lui prodiguer de précieux conseils et un mentorat précieux. Contre son gré, elle se retrouva logée au Barbizon Hotel for Women à Manhattan, grâce à l'insistance de son père. Elle ignorait que ce serait le début d'une aventure incroyable. C'est au Barbizon qu'elle attira l'attention de l'agence John Robert Powers, qui vit son potentiel de mannequin. Ses premiers concerts furent pourtant assez inattendus. Elle se retrouva à tourner dans des publicités pour des insecticides et des cigarettes. Imaginez! Mais ce n'est pas tout. La rumeur dit qu'elle avait un côté espiègle. Elle dansait souvent sur de la musique hawaïenne dans les couloirs du Barbizon, à la grande surprise de ses camarades. Et comme si cela ne suffisait pas, elle les surprenait même en se produisant seins nus. C'était un sacré personnage. Malgré toutes ces péripéties, elle se souvient avec tendresse de ses années passées au Barbizon, chérissant les souvenirs qu'elle en a créés. Mais son parcours ne s'est pas arrêté là. Le producteur de télévision Delbert Mann a décelé quelque chose de spécial en elle et lui a confié le rôle principal d'une adaptation d'un roman de Sinclair Lewis intitulé Bethel Meredith. Ce n'était que le début de son impressionnante carrière télévisuelle. Elle a ensuite joué dans près de 60 émissions de télévision en direct. Son talent n'est pas passé inaperçu. Le magazine Theatre World l'a reconnue comme une personnalité prometteuse sur la scène de Broadway en 1950. Elle se fit véritablement un nom comme actrice de théâtre, avec des performances remarquables dans des pièces comme The Father, The Rockingham Tea Set, The Apple Tree, The Mirror of Delusion, et même un épisode de teleserial de Somerset Maugham. Elle était une figure incontournable, et son étoile ne faisait que commencer à monter. Impressionné par son travail exceptionnel dans Le Père, Henry Hathaway, le célèbre réalisateur du film de la 20th Century Fox, 14 heures, 1951, fut captivé par le talent de Grace Kelly et lui offrit un petit rôle dans son film.
Ce rôle mineur lui permit néanmoins de partager l'écran avec des acteurs de renom tels que Paul Douglas, Richard Basehart et Barbara Bel Geddes. Dans ce film, Kelly incarnait une jeune femme envisageant le divorce, démontrant ainsi sa polyvalence d'actrice. Paul Douglas, l'un de ses partenaires à l'écran, n'a pas manqué de louer la beauté et le professionnalisme de Kelly. Il a remarqué qu'elle n'avait aucun défaut, qu'elle était magnifique sous tous les angles. D+, elle était incroyablement agréable à vivre, toujours coopérative et jamais capricieuse. Ces qualités ont fait d'elle une favorite parmi ses collègues du milieu. Après la sortie de 14 heures, un événement extraordinaire s'est produit. Le Grace Kelly Fan Club a vu le jour, conquérant le cœur de nombreux fans dans tout le pays. Des sections locales se sont créées, attirant de nombreux membres, séduits par le charme et le talent de Kelly. Elle trouvait l'expérience d'avoir un fan club extrêmement amusante et la qualifiait de terriblement amusante. Lors d'une visite sur le plateau de 14 heures, Kelly a attiré l'attention du légendaire Gary Cooper. Sa présence et son talent indéniable le marquèrent durablement. Cependant, malgré sa performance remarquable, les critiques ne la remarquèrent pas, et cela ne contribua pas significativement à l'essor de sa carrière cinématographique. Sans se laisser décourager, Kelly continua à vivre sa passion au théâtre et à la télévision. Bien que certains doutaient de ses prouesses vocales et spéculaient sur une carrière scénique éphémère, Grace Kelly était déterminée à leur prouver le contraire. Elle possédait un mélange unique de talent, de beauté et de grâce qui la distinguait des autres. Peu de gens se doutaient que ce n'était que le début d'un parcours extraordinaire pour la jeune actrice. Son ascension vers la célébrité. Après l'immense succès de Mogambo, Grace Kelly se retrouve très demandée. Elle démontre ses talents d'actrice dans la pièce télévisée The Way of an Eagle, aux côtés du talentueux Jean-Pierre Aumont. Mais sa véritable percée survient lorsqu'elle est choisie pour jouer dans l'adaptation cinématographique de la pièce de Broadway de Frederick Knott, The L.M. for Murder. Ce film palpitant mettait en scène Kelly aux côtés du brillant Ray Milland et du charmant Robert Cummings. Elle y incarnait une épouse fortunée mariée à un joueur de tennis professionnel à la retraite. À cette époque, le destin lui souriait lorsqu'elle croisa le chemin du légendaire Alfred Hitchcock. Le célèbre réalisateur devint l'un de ses mentors et la guida tout au long des dernières années de sa carrière. Ce mentorat fut décisif pour Kelly, puisqu'elle fut engagée par la MGM pour travailler sur plusieurs films d'Hitchcock. Ses collaborations comptaient parmi ses œuvres les plus acclamées et reconnues par la critique. Début 1954, Kelly se lance dans sa nouvelle aventure cinématographique. Les ponts de Tokori. Ces films, inspirés du roman de James Michener, mettaient en scène des chasseurs à réaction de la marine américaine stationnée en Asie. Kelly y incarne l'épouse de William Holden, ajoutant profondeur et émotion à l'histoire. Ces costumes ont notamment été conçus par la talentueuse Edith Head, avec qui elle avait noué une relation chaleureuse et amicale. En 1954, Kelly déclina avec assurance l'opportunité de jouer aux côtés de Marlon Brando dans le film culte Sur les quais. Ava Marie Saint accepta le rôle et remporta un Oscar pour sa performance. Kelly, quant à elle, a choisi d'incarner le personnage de Lisa Fremont dans Fenêtre sur cour. C'est pendant le tournage de Le Crime était presque parfait qu'Alfred Hitchcock a constamment évoqué Fenêtre sur cour avec Kelly, avant même qu'il n'ait officiellement évoqué sa participation au film. James Stewart, le co-star de Kelly, était ravi de travailler avec elle et a exprimé un grand enthousiasme. Le rôle de Lisa Fremont, riche mondaine et mannequin de Manhattan, se démarque des précédents personnages interprétés par Kelly. Il s'agit de sa première interprétation d'une femme indépendante et carriériste. Comme lors de leurs précédentes collaborations, Hitchcock met en valeur l'élégance de Kelly en présentant des silhouettes au ralenti et des gros plans, des deux stars partageant des moments intimes, avec une attention particulière portée au profil de Kelly. Il s'est également attaché à mettre en valeur son sens de la mode en l'habillant de tenues avariées, notamment des robes de soirée glamour, un déshabillé transparent sur une chemise de nuit élégante, une robe fleurie à jupe ample et même un jean décontracté, lors de la première de Fenêtre sur cour en octobre 1954. Kelly a de nouveau été saluée. Le critique de cinéma de Variety a souligné l'alchimie naturelle entre Stewart et Kelly, saluant leur performance et leur capacité à répondre aux exigences du film. Malgré son succès à Hollywood, Kelly décide de franchir une nouvelle étape dans sa vie, se marier. Grace trouve l'amour qu'elle n'attendait pas.
Elle dirige la délégation américaine au prestigieux Festival de Cannes en avril 1955. It was an incredible honor for her to represent her country at such a renowned event. While she was there, something truly magical happened. She received a special invitation to have a photo session with none other than Prince Rainier III of Monaco at his magnificent Prince's Palace. However, fate seemed to have other plans as Kelly encountered a series of delays and complications before finally meeting the prince on May 6, 1955. It was worth the wait, though, as their meeting marked the beginning of a beautiful love story. Over a year, Kelly and Prince Rainier courted each other, taking the time to truly understand and appreciate one another. Their courtship was described as a thoughtful process filled with rational appraisal from both sides. Finally, on April 19, 1956, they decided to take the next step and tie the knot. However, their union had to comply with both the Napoleonic Code of Monaco and the laws of the Catholic Church. This meant that they had to have two ceremonies, one civil and one religious. The civil ceremony, lasting just 6 minutes, took place in the Grand Throne Room of the palace on April 18, 1956. Later that day, a lavish reception was held, attended by 3,000 Monegasque citizens who were eager to celebrate the joyous occasion. During the civil ceremony, Kelly was bestowed with an impressive Saint-Quarante-deux official titles matching those of her husband. It was a formal recognition of her new role as the Princess of Monaco. The following day, the couple gathered at Monaco's St. Nicholas Cathedral for the religious ceremony, which was officiated by Bishop Gilles Barth. The wedding was a spectacle that captured the attention of millions around the world. Over 20 million viewers tuned in to watch the ceremony on television, making it a truly modern event that generated a media frenzy. It was described by biographer Robert Lacey in 2010 as the first event of its kind to experience such overwhelming media coverage. Of course, no wedding is complete without a stunning wedding dress. Kelly's gown was a masterpiece designed by the talented Helen Rose from MGM. It took a team of 36 dressmakers 6 weeks to bring the vision to life. The result was a breathtaking creation that perfectly complemented Kelly's elegance and grace. After the festivities, the newlyweds embarked on a romantic 7-week Mediterranean honeymoon cruise aboard the prince's luxurious yacht. Despite being a fairy tale wedding, do you think Grace found solace in this marriage? Let's find out. The Princess of Monaco. Princess Grace's journey into motherhood was a joyous occasion as she welcomed her first child, Princess Caroline, into the world on a crisp winter day in 1957. The couple's happiness only grew when their second child, Prince Albert, arrived the following year, solidifying his position as the heir to the throne. And finally, their youngest, Princess Stephanie, completed their beautiful family in 1965. Cependant, en coulisses, leur mariage de conte de fées a rencontré son lot de difficultés. S'adapter à la vie de princesse à Monaco n'a pas été chose facile pour Grace Kelly. Au début, elle s'est sentie nostalgique du confort familier de son pays natal. Le prince Rainier lui-même a admis qu'il aurait peut-être été préférable que Grace passe plus de temps avec ses parents avant leur mariage. Avec le recul, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être trop hâte qu'elle s'intègre et se sente à l'aise. Mais le mal du pays n'était pas le seul obstacle que Grace a dû surmonter. Selon la biographe Wendy Lee, l'infidélité de Rainier jeta une ombre sur leur relation. Quelques mois après leur mariage, il avait déjà eu 3 maîtresses, laissant Grace humiliée et profondément malheureuse. Elle se retrouva entourée d'un monde de décadence et d'amis peu recommandables, ce qui ne fit qu'ajouter à son désarroi. Au fil du temps, Grace a commencé à trouver du réconfort dans sa quête d'intimité. Être une princesse signifiait être constamment sous les feux des projecteurs, et elle aspirait à des moments d'intimité et de solitude avec son mari. Elle parlait souvent de l'importance d'avoir du temps pour elle, loin des regards indiscrets du public. C'est durant ces moments qu'elle a pu être pleinement elle-même et chérir le lien qui les unissait. Cependant, Grace Kelly et le prince Rainier III étaient déterminés à s'investir pleinement dans l'éducation de leurs enfants plutôt que de compter sur des gouvernantes et des nounous. Dans une interview accordée à Image en 1979, Kelly a évoqué les difficultés de leur situation particulière, affirmant qu'elle était difficile pour les enfants. Ils sont différents, qu'ils le veuillent ou non. Et bien sûr, ils détestaient être différents. Lorsqu'ils allaient à l'école ici à Monaco, ils voulaient être comme tous les autres enfants. Malgré les pressions de la royauté, Kelly a veillé à concilier discipline, amour et humour,
veillant à ce que ses enfants se sentent soutenus et entourés. La vérité est que toi, malgré la perfection apparente de leur mariage, elle s'est toujours sentie très seule. Le faste et le glamour du grand écran lui manquaient, mais elle n'avait d'autre choix que de remplir ses devoirs royaux. Les efforts philanthropiques de Grace pendant son mariage. Grace a décidé de mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses. Au lieu de cela, elle s'est consacrée à son rôle de princesse et s'est profondément impliquée dans des efforts philanthropiques. En tant que princesse consort, elle a assumé le prestigieux poste de présidente de la Croix-Rouge monégasque, aux côtés de sa sœur, Peggy Davis, et de sa belle-sœur, la princesse Antoinette, qui en a été vice-présidente. Elle est également devenue marraine de Rainbow Coalition Children, un orphelinat dirigé par la talentueuse Josephine Baker, ancienne danseuse, chanteuse et actrice. L'une des traditions chères à Grace était d'organiser une fête de Noël annuelle pour les enfants orphelins de Monaco, où elle les comblait de cadeaux et de joie. Elle a également assumé la présidence du Garden Club de Monaco, témoignant ainsi de son amour pour la nature et le jardinage. Elle a également présidé le comité d'organisation de la Fondation internationale pour les arts, témoignant ainsi de sa passion pour les arts. Malgré sa nouvelle vie à Monaco, Grace a conservé ses liens avec son pays d'origine, les États-Unis, grâce à sa double nationalité américaine et monégasque. Cela lui permit de rester connectée à ses racines américaines tout en assumant pleinement son nouveau rôle de princesse. Grace et son mari effectuèrent 3 voyages mémorables en Irlande, un lieu qui revêtait une signification particulière pour elle. En 1976, elle acheta même la propriété familiale ancestrale à Drumora, près du comté de Newport, dans le comté de Mayo, consolidant ainsi son attachement à son héritage irlandais. Animée par sa compassion et son désir d'agir, Grace a fondé Ahmad Mondial, une organisation à but non lucratif basée à Monaco, reconnue par les Nations Unies. Cette organisation a été créée après que Grace eût été témoin de la situation désastreuse des enfants vietnamiens en 1963. La mission d'Ahmad est de promouvoir et de protéger le bien-être des enfants du monde entier, sans distinction d'origine, de nationalité ou de religion. Elle opère en coopération en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, et bénéficie d'un statut consultatif auprès d'organisations prestigieuses telles que l'UNICEF, l'UNESCO et le Conseil économique et social des Nations Unies. En 1962, Alfred Hitchcock a contacté la princesse Grace pour le rôle principal de son film, Money. Elle était enthousiaste à l'idée de voir sa princesse incarner une kleptomane à l'écran, mais le peuple monégasque n'était pas ravi à l'idée de voir sa princesse incarner une kleptomane à l'écran. Cela la poussa à reconsidérer sa décision et finit par décliner l'offre. Plus tard, le réalisateur Herbert Ross tenta de la convaincre de participer à son film The Turning Point en 1977, mais le prince régnier n'était pas favorable à l'idée. Malgré ses revers, la princesse Grace retrouva le chemin des arts en donnant des lectures de poésie et en commentant des documentaires. Elle a même assumé le rôle de narratrice d'un téléfilm intitulé Le Coquelicot est aussi une fleur en 1966. En 1976, la princesse Grace est devenue l'une des premières femmes à siéger au conseil d'administration de la 20th Century Fox Film Corporation. Elle a également coécrit un livre intitulé Mon livre de fleurs en 1980, dans lequel elle partageait ses réflexions sur l'esthétique et le symbolisme floraux. La princesse Grace et le prince régnier ont collaboré en 1979 sur un court-métrage intitulé Rearranged, qui a suscité l'intérêt des dirigeants d'ABC TV. Malheureusement, avant que le film ne soit terminé, la princesse Grace est décédée et le projet n'a jamais été présenté au public. Au début des années 1980, la princesse Grace s'est associée à la société Springmaid pour créer une ligne de linge de lit et d'autres produits pour la maison appelée GPK, du nom de ses initiales de jeune fille. Cette collaboration est née après qu'une styliste de Springmaid a découvert les créations de la princesse Grace dans un article de magazine. La princesse Grace a généreusement reversé plus d'1 million de dollars de royalties à ses associations caritatives préférées. Alors que le monde continuait de bénéficier de ses actions caritatives, un événement inattendu s'est produit. La mort de Grace. Sa mort fut tragique. Grace et Stéphanie avaient des billets de train pour Paris, où Stéphanie,
alors âgé de 17 ans, devait commencer sa scolarité. Le chauffeur de Grace présenta la petite Rover de 11 ans de la princesse et proposa de conduire, mais Grace insiste pour prendre le volant elle-même, faute de place pour 3 personnes et leurs bagages. Alors qu'elle se trouvait à environ 3 km de La Turbie, Grace manqua un virage particulièrement serré, entraînant la voiture dans une pente de 36 mètres. Caroline, la sœur de Stephanie, rapporta à Robinson le récit de Stephanie concernant l'incident. Stephanie me dit que maman n'arrêtait pas de dire « Je ne peux pas m'arrêter. Les freins ne fonctionnent pas. Je ne peux pas m'arrêter. » Elle a mentionné que maman était complètement paniquée. Immédiatement après l'accident, Stephanie a tiré sur le frein à main. Mais cela n'a pas réussi à arrêter la voiture. Elle a fait de son mieux, mais elle n'a tout simplement pas réussi à l'arrêter. Stephanie est sortie de l'hôpital le lendemain avec seulement des blessures mineures. Malheureusement, Grace a subi une seconde hémorragie, probablement due à l'accident, et n'a jamais repris connaissance. Selon Robinson, elle est décédée à l'âge de 52 ans. Lors d'une interview, Stephanie a révélé que Grace avait souffert d'un violent mal de tête et avait semblé perdre connaissance momentanément. Par la suite, le véhicule a commencé à dévier de sa trajectoire avant d'accélérer à toute vitesse et de plonger dans la falaise. L'homme qui avait initialement découvert le lieu de l'accident a partagé son récit lors des interviews, mentionnant qu'il avait secouru Stephanie du côté conducteur. Stephanie a précisé plus tard qu'elle était sortie par le côté conducteur, la portière passager étant complètement endommagée. Les funérailles de la princesse Grace ont eu lieu à la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monacoville le 18 septembre 1982. Après une messe de requiem, elle fut inhumée dans le caveau familial Grimaldi. Plus de 400 personnes étaient présentes à la cérémonie funèbre. Parmi les personnalités présentes figuraient Cary Grant, Nancy Reagan, Danielle Mitterrand, l'impératrice Farah Diran et Diana, princesse de Galles. Cependant, après son enterrement, une sombre rumeur refit surface, la malédiction sur la famille royale de Monaco. La légende raconte que la famille Grimaldi est sous le coup d'une malédiction depuis environ 700 ans. Remontant au 14e siècle en Europe, plusieurs versions existent, la plus célèbre affirmant qu'une sorcière aurait jeté un sort sur la famille pour qu'elle ne connaisse jamais le bonheur conjugal. On raconte que le prince Rainier-Huillier, premier souverain de Monaco issu de la lignée des Grimaldi, sortit victorieux de la bataille de Xérix et fut ensuite nommé amiral de France. Pour célébrer son triomphe, il enleva une flamande. En représailles, elle jeta une malédiction sur lui et ses descendants, proclamant « Aucun Grimaldi ne trouvera jamais la joie dans le mariage ». Une autre version de l'histoire suggère qu'une sorcière aurait jeté un sort à la famille suite à l'ordre du prince Rainier de la faire brûler sur le bûcher. Il est indéniable que, depuis l'époque de Rainier, les membres de la famille Grimaldi ont connu des difficultés amoureuses. Le prince Louis de Mahé a épousé Catherine Charlois de Gramont, une femme connue pour ses liaisons à Paris, dont une avec le roi Louis XV de France. Finalement, elle abandonna le prince Louis Timé pour devenir la maîtresse de Louis XV. La princesse Charlotte, grand-mère de l'actuel prince Albert Boueux, contracta un mariage arrangé avec le comte Pierre de Polignac de Hennepin. En France, le couple eut 2 enfants, le prince Rainier et la princesse Antoinette, au cours de leur mariage mouvementé, marqué par les aventures extra-conjugales de Charlotte d'Uz à l'homosexualité de Pierre. Ils se séparèrent finalement en 1930 et finalisèrent leur divorce en 1933. Par la suite, Charlotte choisit de vivre avec un amant italien et Grace de Monaco est la plus récente. Espérons que la situation changera, que les difficultés financières et la vérité non révélée se manifestent. Lorsque la princesse décéda tragiquement à l'âge de 52 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral, elle ne possédait pour tout bien qu'un cottage en Irlande, qui appartenait à son grand-père, et des économies s'élevant à 10 $, soit 27 $, aujourd'hui. Le documentaire Grace Kelly, The Missing Millions, met en lumière le fait que Grace Kelly a non seulement dû sacrifier sa carrière d'actrice pour épouser le prince Rainier III, mais qu'elle a également dû renoncer à une somme d'argent considérable. Il a été révélé que l'actrice avait dû verser une dot colossale de 2 millions de dollars avant le mariage, qu'elle avait réussi à réunir grâce à ses économies et à celles de ses parents. La rumeur court que le prince de Monaco aurait épousé une célébrité hollywoodienne pour sauver Monaco. Si le prince Rainier III fut indéniablement séduit par Grace Kelly dès leur rencontre, des rumeurs indiquent que le prince cherchait déjà une épouse hollywoodienne,
dans les années 1950. Monaco était confronté à un faible tourisme. Selon l'Express, les conseillers de Rainier lui auraient suggéré d'épouser une actrice hollywoodienne pour sauver Monaco. Il est intéressant de noter que, selon le Telegraph, l'ami de Rainier, Aristote Onassis, aurait initialement proposé Marilyn Monroe comme épouse idéale pour le prince. Monroe était apparemment convaincue de pouvoir gagner l'affection de Rainier. Elle aurait déclaré « Accorde-moi 2 jours seul avec lui et, bien sûr, il voudra m'épouser. » Cependant, il semble qu'elle n'ait pas souhaité poursuivre cette relation. Néanmoins, Monroe a exprimé sa joie pour Kelly lorsqu'elle a épousé Rainier. Le jour du mariage, elle aurait écrit dans un télégramme « Je suis si heureuse que tu aies trouvé une issue à cette histoire. » Selon les rumeurs, Grace Kelly aurait exprimé le désir de reprendre sa carrière hollywoodienne et peut-être même d'envisager le divorce. Si l'idée d'épouser un prince pouvait paraître séduisante en théorie, une amie proche de Kelly, Judith Balaban Quine, a révélé que la princesse avait fini par être déçue. Quine déclara que Rainier était son prince sur un cheval blanc et qu'il allait la sauver de tout cela. Cependant, ni Rainier ni Kelly n'auraient pu prévoir que ce dont il la sauvait était précisément ce qui faisait d'elle la personne qu'il adorait. Kelly elle-même l'ignorait. Son héritage, l'influence de Kelly en tant qu'artiste de théâtre. Actrice de télévision et star de cinéma hollywoodienne, a laissé une empreinte durable. Elle est reconnue comme l'une des blondes emblématiques d'Hitchcock et est considérée comme l'une des femmes les plus élégantes de l'histoire du cinéma et du monde. Selon Catherine Boyle du Washington Post, l'influence de Kelly a contribué à façonner la perception des immigrants catholiques irlandais dans les années 1950. Malgré des réserves initiales quant à l'aspect religieux, le public américain accueillit favorablement sa messe nuptiale télévisée. L'impact de Kelly fut tel qu'elle fit la une du Time Magazine du 31 janvier 1955. Le magazine le salua comme le star de cinéma phare, apportant un changement rafraîchissant par rapport aux sirènes enfumées et aux beautés prétentieuses du cinéma. Son style caractéristique, porté avec élégance et distinction de gants blancs, lui a valu le surnom de « Girl in White Gloves », et les journalistes l'appelaient souvent « Lady » ou des « Miss Kelly » en raison de ce trait distinctif. Créée en 1982, la Princess Grace Foundation USA a été fondée par son époux pour poursuivre l'œuvre caritative qu'elle avait menée discrètement de son vivant, soutenant les jeunes artistes du théâtre, de la danse et du cinéma aux États-Unis. Basée à New York, la PGF USA est une organisation à but non lucratif exonérée d'impôts qui dépend du soutien public. Grâce au programme des prix Princess Grace, la Fondation a accordé plus de 15 millions de dollars à près de 800 artistes issus de plus de 5 institutions à travers les États-Unis. 1955. Kelly a été photographiée par Howell Conan en Jamaïque. Conan l'a photographiée dans un décor naturaliste, sans maquillage, s'écartant ainsi de la représentation conventionnelle des actrices. Les images qui en ont résulté ont été publiées dans le magazine Collier's, avec une célèbre photo d'elle sortant de l'eau, les cheveux mouillés. Une couverture. En 2012, la maison d'enfance de Grace a été classée monument historique en Pennsylvanie et une plaque commémorative y a été installée. D+. Elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Merci de votre attention. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour des histoires et des idées plus fascinantes.